la première chose, on va parler de généralité sur le matériel biologique qui est Drosophila melanogaster. Donc, je crois que tout le monde connaît la drosophile. J'espère que vous l'avez déjà vu, bon, sûrement sur papier ou sur Internet, mais en réalité, euh, c'est une mouche qui ressemble beaucoup sur ce qu'on va voir maintenant sur l'écran. Donc, et l'intérêt pour les études sur cette drosophile, comme vous le savez, depuis le début de la génétique, on travaille sur la drosophile et c'est le matériel de choix de tous les généticiens. Et pourquoi? Parce qu'elle présente plusieurs qualités et il y a plusieurs raisons pour le choix de cette drosophile. Donc, le premier choix, c'est parce que c'est un animal prolifique. Qu'est-ce que ça veut dire prolifique? Ça veut dire que la femelle de drosophile, elle va pondre beaucoup d'œufs par jour. Elle peut pondre jusqu'à 100 œufs par jour. Donc, c'est énorme pour une étude génétique parce que, comme vous le savez, pour faire une étude génétique, il nous faut beaucoup de matériel. Plus la descendance est importante, plus nos calculs et nos résultats sont intéressantes et donc on peut faire des études statistiques là-dessus. Donc la drosophile, elle pond jusqu'à 100 œufs par jour. Donc ce qui est intéressant pour nos études de génétique. Dans les conditions optimales, c'est-à-dire quand on est en laboratoire, on travaille dans une étuve qui est réglée sur 25 degrés. Donc, la température optimale pour l'élevage de la drosophile, c'est 25 degrés. Et bien sûr, parmi les conditions optimales aussi, il y a la nourriture qu'on va en parler tout à l'heure, qui est utilisée pour l'élevage des drosophiles. Il y a la faible densité de la population aussi, parce que on peut croiser juste 4 ou 5 drosophiles, on aura une population énorme vu que c'est un animal prolifique. Et donc, une femelle qui est inséminée, c'est-à-dire quand on croise une seule femelle, elle peut pondre jusqu'à 150 œufs par jour. Et ça, c'est bien sûr dans les conditions optimales. Et ça, c'est merveilleux parce qu'on aura le matériel, assez de matériel pour travailler là-dessus. Donc, la deuxième raison pour laquelle on choisit la drosophile, c'est la rapidité de son cycle de développement. Donc, est-ce que vous m'écoutez bien? Vous arrivez à bien distinguer le son? Oui, madame. Donc, s'il vous plaît, si vous avez un problème, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Vous pouvez m'arrêter au cours de ce speech, d'accord? Donc, la deuxième raison pour laquelle on choisit la drosophile, c'est la rapidité de son cycle de développement. On va le voir tout à l'heure dans un schéma, c'est que, bien sûr, dans les conditions optimales à 25 degrés, au bout d'un seul jour, l'œuf va se transformer en larve. Parce qu'il y a le mâle et la femelle, après fécondation, on a un œuf et au bout d'un seul jour, elle va se transformer en larve. Cette larve va changer les téguments. Les téguments, c'est tout ce qui est autour de la larve. Et dans cette étape, on parle de l'étape de la pupaison. Pupaison, c'est quand la larve va changer les téguments vers le 5e et 6e. On va voir ça sur le schéma. Après quelques jours,
ce qu'on appelle la pupe, c'est-à-dire la larve avec la pupaison, avec toutes les enveloppes autour, il va en sortir un individu adulte. Ce qu'on appelle un individu adulte drosophile, on l'appelle l'imago. Donc, il en sort un individu adulte ou imago. Donc, le cycle de développement de la drosophile, depuis l'œuf fécondé jusqu'à l'individu adulte, il va durer 10 jours. Bien sûr, à 25 degrés, plus ou moins 10 jours en fonction de la température. Les mâles n'ont pas d'activité sexuelle pendant à peu près 9 heures après leur émergence. Et les femelles, elles ne sont pas fécondables dans les 4 premières heures qui suivent leur émergence. Elles ne commencent à pondre qu'1 jour après leur émergence. Donc, ça veut dire quoi? Que, en pratique, supposons qu'on est dans le labo et on veut faire un croisement d'une drosophile mâle et femelle, les mâles, on sait que les mâles, après 9 heures de leur émergence, ils ne vont pas avoir d'activité sexuelle. Alors qu'on sait que les femelles, elles ne peuvent pas être fécondées les 4 premières heures. Et ça, c'est important, on va voir pourquoi tout à l'heure, c'est important pour les croisements. On considère d'une manière générale qu'à 25 degrés, on peut obtenir une génération tous les 12-15 jours. Donc, chaque à peu près 15 jours, on a une génération nouvelle de drosophiles. Et ça, c'est magnifique pour une étude génétique. Si, par exemple, on travaillait sur un autre matériel autre que la drosophile, par exemple le chat, le chien, l'homme, etc., vous vous rendez compte du nombre de temps, d'années qu'il faut attendre pour avoir une génération. Alors que le drosophile, on peut, au bout de 15 jours seulement, avoir une nouvelle génération. On considère qu'on a 26 à 28 générations par an. Donc, ça, c'est intéressant pour une étude génétique. Vous fermez votre micro, s'il vous plaît, si vous n'avez rien à dire. Donc, ça, c'est le cycle de développement de la drosophile. Comme on a dit, on a notre insecte ou drosophile mâle. Fermez le micro, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Donc, on a une drosophile mâle qui va donc être fécondée. On fait un croisement avec une drosophile femelle. On a ce qu'on appelle une ovogonie ou ovocyte. Et là, après fécondation, donc avec un spermatozoïde du mâle, donc on a un œuf de la femelle et on a des œufs qui vont se transformer, comme on a dit, en larve 1, en larve 2, puis on a ce qu'il y a ici indiqué en brun, c'est les pupes. C'est ce qu'on appelle les pupes, c'est-à-dire que la larve, elle va être entourée de cet tégument brun qu'on appelle la pupe. Ça, c'est l'étape dont on a parlé, c'est l'étape de la pupaison. La pupaison. Donc, une fois on a la pupe, donc après quelques jours, on a un adulte ou ce qu'on appelle un imago qui va sortir de la pupe. Donc, ça, c'est le cycle de développement de la drosophile. On a dit qu'il il va durer entre 12 et 15 jours. Et d'ailleurs, quand on fait le TP au laboratoire avec des drosophiles vivantes, on a le croisement qui se fait et dans le premier TP, et en général, pour avoir la descendance, on attend à peu près 12 jours pour avoir le deuxième TP pour que les étudiants aient la descendance. Donc, le cycle, il va durer à peu près 12
à 15 jours à 25 degrés. Une fois qu'on fait le croisement, on met, bien sûr, le croisement, on va en parler tout à l'heure, comment on le fait, et on va le mettre dans des tubes et on va les mettre sur un portoir dans les tubes à 25 degrés. Et là, 12 jours après, on vient dans la séance 2 du TP, on trouve notre descendance du croisement qui est déjà là. Donc ça, c'est un point important pour une bonne raison sur laquelle on peut insister pour travailler sur la drosophile au niveau statistique. La troisième raison pour laquelle on choisit la drosophile, Madame, oui, après fécondation, on a deux zygotes. on a, Deux zygotes. oui, après fécondation, on va avoir plusieurs œufs, pas seulement deux. Là, j'ai mis dans le cycle, il y a deux, mais il y a plusieurs et ces œufs vont se transformer en plusieurs larves et on aura plusieurs descendants. Vous comprenez? Oui, madame. Il n'y a pas que deux. Et sur le schéma, on a mis deux, mais il y en aura plusieurs. Et après le croisement, on a donc l'œuf qui va se transformer en larve. Et d'ailleurs, je vais vous montrer tout à l'heure un tube où vous allez voir sur la paroi du tube, il y a plusieurs larves ou plusieurs pupes qui sont collées. Ça veut dire que tous ces larves vont se transformer en adultes. Donc, avec un croisement, on obtient ça dépend du croisement, mais une dizaine ou une vingtaine de descendants. Donc, la troisième raison pour laquelle on choisit la drosophile, c'est la facilité d'élevage en laboratoire. La drosophile, elle est petite de taille et donc on peut se permettre de faire l'élevage dans un laboratoire. Ce n'est pas le cas si on veut faire l'élevage de chats, de chiens, même de souris. Quand même, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'espace, alors que les drosophiles, on peut faire l'élevage que dans des flacons, dans des tubes. Et ça, dans une petite étuve à 25 degrés, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait à la fac, on peut faire l'élevage de ces drosophiles. Donc l'élevage, en fait, des drosophiles se fait dans des flacons d'élevage dont la forme se rétrécisse progressivement de la base au sommet. Et pourquoi? Parce que ça va permettre de faire sortir les drosophiles sans que le milieu tombe. Parce qu'on va le voir, on a bien sûr les drosophiles, pour faire l'élevage des drosophiles, il faut un milieu de culture, comme ce que vous avez vu au niveau, pour certaines bactéries, vous avez un milieu de culture. Bien sûr, les drosophiles aussi, ils ont besoin de manger. Et donc, leur milieu de culture, on va le voir tout à l'heure sur le schéma. Donc, ça permet de ne pas faire tomber le milieu de culture. Donc, ces flacons, ils contiennent un milieu nutritif qui est solidifié, gélosé, à base de farine de maïs, de levure de bière et éventuellement, on additionne un antibiotique pour qu'il n'y ait pas de contamination. Parce que le gros problème qui se passe dans la pratique quand on fait un élevage de drosophiles, c'est la contamination. Et donc, pour remédier à ce problème, on ajoute un antibiotique pour qu'il n'y ait pas de contamination. Il y a aussi, c'est qu'en général, on essaie de travailler le plus possible stérilement. D'ailleurs, quand on fait ça pratiquement, toujours la première chose à faire dans un TP de génétique, c'est qu'on lave nos mains avec l'eau de Javel, on lave la paillasse avec l'eau de Javel, on travaille avec le plus possible stérilement, avec des
des flacons stériles, etc. Donc, dans chaque flacon, on place à peu près, pour faire un croisement, en pratique, on prend un flacon et on met à peu près une dizaine de couples dans ce flacon, c'est-à-dire mâle et femelle, une dizaine de couples. Et les flacons, ils vont être gardés à 25 degrés. Les œufs vont être pendus, on va le voir tout à l'heure dans le schéma, à la surface du milieu nutritif. Et au bout de quelques jours, les œufs vont éclore. On a des larves qui vont se déplacer. Et vers le 5e et le 6e jour, les larves, ils vont monter le long des parois et subissent la pupaison dont on a parlé tout à l'heure. Et bien sûr, en pratique, quand on fait un croisement, on s'attend à ce qu'il y a une génération F1 qui va venir. Donc, pour étudier cette génération F1, bien sûr, il faut les compter. C'est ce qu'on fait en général dans la deuxième séance. Mais pour ne pas se tromper sur le nombre de drosophiles obtenus et pour que votre lignée soit que la descendance et non pas la descendance mélangée avec les parents qui ont fait le croisement, donc on va enlever les parents à ce moment-là, avant que les larves vont sortir et devenir imago. Parce qu'une fois que les larves vont devenir imago, on ne va plus reconnaître les drosophiles parents des drosophiles descendants, n'est-ce pas? Donc, parce qu'ils se ressemblent tous, on ne va pas pouvoir aller comme ça reconnaître les parents des enfants. Donc, on va enlever, avant qu'il y ait émergence des imagos, des adultes, on va enlever les parents à ce moment pour éviter de les confondre avec la nouvelle génération. Est-ce que c'est ce qu'on fait en pratique dans ce TP quand on est à la fac? On fait le croisement dans le premier TP, on laisse nos croisements dans les tubes à l'étuve à 25 degrés. Au bout du 5e et 6e jour, on demande aux étudiants d'aller à la salle TP et d'enlever les parents qui ont été croisés. Et du coup, dans les tubes, il n'y va y avoir que les larves. Et on saura après que tous les larves, tous les individus qui sont dans le tube, ils sont de la même génération. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, madame. Donc là, c'est les tubes dont on parle d'élevage des drosophiles. Vous voyez, on a des tubes qui sont larges en bas et plus rétrécis en haut. Donc, c'est des tubes en général en verre qui sont stériles et ce que vous avez en bas dans ces tubes, c'est le milieu de culture. On a dit le milieu de culture, il est à base de maïs, de farine de maïs. En fait, on prépare ça au laboratoire, on prépare de la farine de maïs qu'on va autoclaver, stériliser et la mélanger avec de la gélose et bien sûr la laisser refroidir et donc ça va faire un milieu de culture pour notre drosophile. Donc, ce que vous voyez sur les parois, c'est les larves dans l'état de pupaison. C'est-à-dire que les larves, ils ont une pupe. Donc, ils sont entourés de téguments à peu près noirâtres, jaunâtres ou noirâtres. Et donc, ils sont collés aux parois des tubes.
Les tubes, en général, on met du coton stérile, bien sûr, pour fermer les flacons, pour que après émergence des imagos, il n'y aura pas, ils vont pas pouvoir s'envoler. Donc ça, c'est les tubes d'élevage des drosophiles. Donc, maintenant, on est au 9e ou bien le 10e jour. Et là, ça va commencer à apparaître les individus de la nouvelle génération. Le cycle est terminé d'une génération, donc on aura des drosophiles qui vont commencer à émerger de la pupe. Donc, on va procéder à l'étape qui suit, qui est l'observation et le tri de cette nouvelle génération. Bien sûr, en pratique, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait d'habitude à la fac, c'est que on va les trier et les observer, mais comme vous le savez, les drosophiles sont des êtres vivants, donc ils vont bouger. Comment on va faire pour étudier comment ils sont ces drosophiles? La seule manière, c'est de les endormir. Pour les endormir, on va mettre l'éther. D'ailleurs, je vais vous donner un lien à la fin d'une vidéo sur YouTube où vous pouvez voir cette étape du TP où on va endormir les drosophiles et les observer sous microscope. Donc, on va utiliser un petit matériel qui s'appelle un éthériseur. Un éthériseur, vous allez le voir sur la vidéo sur YouTube dont je vais vous donner le lien. C'est un petit matériel où on va mettre l'éther et les drosophiles qu'on a obtenus. On va les mettre quelques secondes dans l'éthériseur. Ils vont s'endormir et on va les mettre dans une petite assiette en verre et les voir sous la loupe. Bien sûr, il faut faire attention là. La quantité d'éther est très importante parce que l'éther, si on met beaucoup d'éther, les drosophiles risquent de mourir et donc si ils meurent, on ne peut plus faire une autre étape du TP qui est la deuxième génération, F2. Bien sûr, s'ils sont morts, ils ne peuvent pas se féconder. Donc, il faut faire attention à ne pas mettre trop d'éther à cette étape. Par contre, si on met peu d'éther, il risque de vite se réveiller et de s'envoler et on aura des drosophiles en moins pour notre étude statistique. Donc, il faut mettre ce qu'il faut, un peu, et éventuellement, si on voit que les drosophiles commencent à bouger un peu, on peut redonner un autre coup d'éther et les réendormir. Et ça, c'est très important parce que si on perd les drosophiles, ils meurent ou ils s'envolent, on n'aura plus un bon rendement, les résultats seront faussés un peu. Donc, une fois qu'on a endormi, donc on a dit les drosophiles avec l'éther, on les verse dans une boîte de pétri ou une petite assiette en verre pour l'observation et le tri. Et seront ensuite repiqués dans un nouveau milieu nutritif pour faire une deuxième génération. Donc là, pourquoi c'est indiqué pour l'observation et le tri? Pourquoi l'observation? On va observer parce qu'en général, on va croiser une drosophile sauvage, par exemple, par une drosophile mutante.
Donc, pour observer les caractères de la F1. Donc, on va voir les caractères de la F1. Est-ce qu'il y a par exemple, supposons qu'on a fait une mutation au niveau de la couleur du corps, est-ce que les drosophiles obtenus, ils ont une couleur sauvage ou bien une couleur mutante, etc. Et le tri, bien sûr, des mâles, des femelles. Et c'est combien on a de mâles, combien on a de femelles, etc. Donc, l'autre raison, et donc pour l'observation et le tri, on va en parler tout à l'heure avec des exemples. Donc, on passe à une autre raison pour laquelle on choisit la drosophile, c'est parce que son génome, il est très petit. Et donc, la drosophile possède seulement 4 paires de chromosomes. 3 paires autosomes et une paire hétérochromosome. Donc, c'est beaucoup plus facile de travailler sur un petit génome que d'avoir 46 chromosomes, etc. Donc, ça, c'est juste le karyotype donc, de la drosophile. Et maintenant, on va passer à une autre étape. On a donc notre descendance euh, de drosophile F1, mais pour avoir une bonne descendance, on doit être sûr d'avoir fait le bon croisement. C'est-à-dire qu'on a bien croisé un mâle avec une femelle. Parce qu'il faut savoir distinguer une drosophile mâle avec une drosophile femelle. Malheureusement, ça, c'est parmi les difficultés, les erreurs que font beaucoup d'étudiants, c'est que euh, si vous faites un croisement, bien sûr, entre mâle et mâle, vous n'aurez pas de descendance. Et si vous faites un croisement entre femelle et femelle, vous n'aurez pas de descendance. Donc, il faut savoir faire la distinction entre mâle et femelle. La première chose qui nous permet de distinguer entre un mâle drosophile et une femelle drosophile, c'est la différence de taille. En général, les femelles sont plus grandes que les mâles. Il y a des exceptions, mais souvent, les femelles sont plus grandes que les mâles. La deuxième différence, c'est dans la forme et la couleur de l'abdomen. Quand en général, pour voir une drosophile, on la met dorsalement et on regarde l'abdomen. L'abdomen de la femelle, elle est de forme pointue, avec des segments terminaux gris assez clairs, alors que l'abdomen du mâle, il est en général plus arrondi et il a des segments terminaux gris très foncés. On va voir ça sur des schémas. Donc, la différence de taille entre les femelles et les mâles, les femelles sont plus grandes que les mâles et on a aussi une différence au niveau de la forme de l'abdomen et la couleur, surtout aux segments terminaux. Donc, la troisième différence, et là c'est irrévocable, c'est la présence de ce qu'on appelle les peines sexuelles. Les peines sexuelles n'existent que chez le mâle. Pourquoi on les appelle peines? Parce qu'en fait, ils ressemblent à ce qu'on a à un pen, un shta. Donc, on les appelle les peines sexuelles. Et ça n'existe que chez le mâle. Si vous voyez sous une loupe un pen sexuel chez une drosophile, ça veut dire que c'est un mâle. En fait, il s'agit d'une touffe de poils noirs au niveau du métatarse. On va voir ça dans un schéma. Donc, dans cette figure, quel est le mâle et quelle est la femelle?
Femelle à gauche. Le mâle à droite et la femelle à gauche. Très bien. Le mâle, vous voyez, il est de taille plus petite. Il a, vous voyez, au niveau des segments terminaux, c'est noir. Et si vous regardez bien au niveau du mâle, vous voyez au niveau des métatarses des points noirs. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir, mais ça correspond aux peines sexuelles. On va les voir plus en agrandissement. Vous les voyez maintenant. Sur la patte, il y a une petite touffe noire qui est très jolie ici et ça fait des stries de poils qui ressemblent à un peigne de cheveux. C'est pourquoi on l'appelle peine sexuelle. On le voit là, on le voit ici. C'est des peines sexuelles. Quand vous voyez ça, vous êtes sûr que vous êtes en présence d'un mâle. D'accord? Là, c'est un agrandissement encore plus fort. Vous voyez, il y a le peigne qui est très joli sur les métatarses. Donc là, c'est un bon indicateur d'un mâle. Parfois, quand on manipule, on voit des peines moins beaux que celui-là, mais en général, on les voit très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle un ovipositeur. Un ovipositeur, il n'existe que chez la femelle. En fait, pas toujours on le trouve, parce qu'au fait, il se rétracte, il sort et il entre. Et là, c'est là où la drosophile femelle pond ses œufs. Mais en général, on ne le voit pas. C'est rare qu'on voit un ovipositeur tout simplement parce qu'il est rétractile. Il rentre et il sort. Donc, souvent, on ne le voit pas. Maintenant, j'espère que vous avez saisi ce qu'on a dit. Et bien sûr, malheureusement, en pratique, vous voyez les drosophiles vivantes, donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc, et vous voyez les difficultés que peut avoir un étudiant. Donc, et pour dire que la pratique n'est pas aussi simple que la théorie, parce que malheureusement, on a souvent des drosophiles qui meurent, des contaminations, donc c'est pas évident de le faire au niveau pratique. Donc, en général, pourquoi on le fait pratique? Pour que les étudiants voient la difficulté de l'élevage en pratique. Maintenant, on va réfléchir à quelques questions qu'on peut se poser et voir comment répondre à ces questions. Parce que quand même, pour faire un croisement, c'est dans un but bien précis. Donc, avant de faire un croisement, on doit poser une question. Et en fonction de la question, on va faire ce croisement pour répondre à cette question. Par exemple, on va poser la question, les souches mutantes sont-elles pures? Les souches qu'on va utiliser dans un croisement, les souches mutantes, est-ce qu'elles sont pures? Quelle est la réponse? Comment on doit faire pratiquement pour répondre à cette question? Donc, je veux qu'un étudiant ou deux répondent à cette question, si c'est possible. Comment faire pour
répondre à la question, les souches mutantes sont-elles pures dans le croisement? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, je vais répondre à cette première question pour initier la discussion, c'est voir l'homogénéité de la F1, c'est-à-dire voir si la génération F1 elle est homogène, c'est-à-dire que tous les drosophiles obtenus sont sauvages ou bien sont mutantes. Donc, si on a une homogénéité, ça veut dire que les souches mutantes sont pures. Bien sûr, sauf pour les gènes liés au sexe, où on trouve une différence entre mâle et femelle. La deuxième question, par exemple, qu'on veut poser, est-ce que les mutations qu'on a dans notre drosophile sont dominantes ou récessives? Comment on va répondre à cette question? Le moyen de répondre à cette question. Madame, Oui, on va voir les descendances et les caractéristiques. oui, Hein? oui, on Et va on la les compare voir, avec les parents. mais comment que c'est dominant? Donc, le moyen, c'est le croiser avec un sauvage. Pardon? Le caractère qui apparaît chez les descendants, c'est lui qui est le dominant. Voilà, quand on veut croiser une drosophile sauvage avec une drosophile mutante et on veut savoir si les mutations au niveau de la drosophile mutante sont dominantes ou récessives. Donc, on va croiser cette souche avec une sauvage et voir le phénotype des F1. Par exemple, la question, oui, Madame, s'il vous Oui, c'est plaît, bon, ça. mais on a déjà croisé un sauvage Si avec vous- un autre. s'il vous plaît, seule la personne qui parle qui ouvre le micro, parce que sinon j'entends que du bruit. Répétez votre question, s'il vous plaît. Madame, pour le premier croisement qu'on a fait pour les parents, ce sont des sauvages. Un Non, il n'y a pas sauvage, de premier croisement. Là, on a une mutation, une drosophile avec des mutations. Par exemple, au niveau des ailes, au niveau des yeux, etc. Et on veut savoir si ces mutations sont dominantes ou récessives. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette drosophile qui contient des mutations et on va la croiser avec une drosophile qui est sauvage. On est sûr qu'elle est sauvage, qu'elle n'a pas de mutation. Et on va voir la descendance. Si au niveau de la descendance F1, les phénotypes sont tous sauvages, on va dire quoi? On va dire que la mutation est récessive parce que tous les phénotypes de la descendance F1 sont sauvages. Ça veut dire que la mutation, elle est récessive. Si, par exemple, on trouve que les phénotypes des F1 sont mutants, contiennent tous Donc, les mutations, donc elle est dominante. dominante. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, mademoiselle, c'est clair? oui, madame, merci. Donc, là, par exemple, pour la question des gènes, on a des mutations, bien sûr, on va faire un croisement, mais on veut savoir est-ce que ces gènes sont liés au sexe ou pas. Je crois que ça, vous l'avez fait dans le cours, n'est-ce pas? Oui, madame. Oui, madame. Donc, comment on va répondre à cette question? Des gènes sont-ils liés au sexe ou pas? On va faire quel croisement? Croisement Madame, on va réciproque. faire le croisement réciproque. Très bien. Donc, on va faire
un croisement dans les deux sens et on va voir l'homogénéité ou non de la descendance F1. Donc, on va faire, par exemple, un mâle avec une femelle, un mâle sauvage avec une femelle mutante, et on va faire un mâle mutant avec une femelle sauvage. Et on va voir, est-ce que c'est la même chose dans la descendance F1? Est-ce que c'est la même chose pour les deux croisements ou bien il y a une différence? Si on a la même chose, on va dire Elle n'est que pas liée au sexe. les Non, gènes ne non. sont pas liés au sexe. Si, bien sûr, il y a une différence entre les deux croisements, on va dire que les gènes sont liés au sexe. Autre question qu'on peut poser, y a-t-il des gènes mutés communs entre les deux souches? Donc là, avec quoi on va répondre? Est-ce que vous avez déjà fait dans le cours le test de complémentation? Oui? Est-ce que vous avez fait le test de complémentation dans le cours? Oui, non? Quelqu'un peut répondre, s'il vous plaît? Madame, Oui? madame, test cross. Le test de complémentation, non pas le test cross. Donc, vous l'avez pas fait? Madame, Oui? Si, c'est madame. lorsque on dépose des individus dans un milieu minimum. Mhm. Oui. Et, Ok. Continuez. et on observe si on croit ou bien non. Oui, exactement. C'est-à-dire que une souche va complémenter l'autre souche. Par exemple, si vous avez, euh, par exemple, c'est toujours, on donne un exemple, par exemple, l'exemple d'une pizza. Vous voulez faire une pizza. Vous avez, vous, le fromage, mais vous n'avez pas les tomates. Par contre, votre camarade apporte les tomates et il n'a pas le fromage. Donc, vous pouvez faire une pizza à la fin. Votre camarade a complémenté ce que vous avez, même si vous avez un manque de quelque chose. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose. Ici, si les mutations sont récessives, il faut qu'on fasse un test de complémentation, c'est-à-dire croiser les deux souches qu'on a ensemble. Si à la fin, on a dans la descendance des souches sauvages, ça veut dire eu, qu'il y a eu une complémentation entre les deux souches. Ça veut dire qu'il y a des gènes communs entre les deux souches. Un a apporté un caractère et l'autre a apporté un autre caractère. Mais ça m'étonne que vous n'avez pas fait ça dans le cours. Je vais demander à M. Shakir. Mais vous avez terminé le cours de génétique? Oui, madame. Si, madame, on a fait le test de complémentation. Ah oui, je suis sûre. Ça m'a étonné. D'accord. Donc, une autre, révisez votre cours, hein. Donc, combien de gènes mutés, on veut savoir combien de gènes on a mutés par souche. Le moyen de le savoir, c'est de regarder caractère par caractère la proportion des différents phénotypes après le croisement F1-F1, c'est-à-dire dans la descendance F2, voir la proportion des différents phénotypes, caractère par caractère. C'est ce qu'on appelle le qui 2. Je crois que vous l'avez vu aussi.
Oui, madame. Oui, madame. Donc, autre question, c'est savoir est-ce que les gènes sont liés ou indépendants. Le moyen, c'est d'étudier les proportions des différents phénotypes dans la génération F2. Je crois que vous avez fait des exemples dans le cours où, donc, quand on fait un premier croisement et on veut savoir est-ce que les mutations sont indépendantes ou liées, on fait un deuxième croisement de la F2, enfin un deuxième croisement des F1 pour obtenir une descendance F2 et là, on va étudier les proportions des différents phénotypes. Est-ce que vous vous rappelez, je crois que vous avez fait les phénotypes parentaux et les phénotypes recombinés. Bien Oui, sûr, je ne sais pas si là, vous avez fait le principe du test 3 points. Donc, si on a 3 gènes liés, on va faire le principe du test 3 points. On va calculer les distances et toujours, bien sûr, en fonction des proportions des différents phénotypes à la génération F2, en tenant compte, bien sûr, des doubles crossing over quand on les détecte. Donc, malheureusement, on ne va pas faire ça en pratique parce que c'est pas possible. Donc, on va le faire sur un exemple que je vais essayer de vous donner et ce sera ça votre TP. Donc, comme vous le savez, la méiose et la fécondation sont deux phénomènes cellulaires à l'origine de la diversité des individus. Donc, c'est au fait la méiose et la fécondation, c'est ça ce qui va nous donner, est-ce qu'on aura une génération d'individus identiques aux parents ou bien diversifiés. Et donc, l'analyse des croisements chez des organismes diploïdes, il va permettre d'identifier les remaniements chromosomiques qui sont réalisés au cours de la méiose. Donc, comment faire pour analyser ces croisements? On va faire l'essai sur justement la drosophile. Donc, comme je crois vous l'avez déjà vu en cours ou bien en TD, il y a des gènes qui déterminent la couleur, par exemple, du corps et la longueur de l'aile chez la drosophile diploïde. Donc, dans notre cas, notre exemple, on va prendre la couleur du corps comme mutation et la longueur des ailes comme autre mutation chez la drosophile. Donc, la couleur du corps chez la drosophile, on sait qu'elle est gouvernée par un gène qu'on appelle Eboni. Ce gène, il a deux allèles, E+, qui détermine un corps de couleur gris-jaune vers le gris-jaune, et un autre allèle, E, qui détermine un corps noir. L'allèle, on sait que l'allèle E+, il est dominant sur l'allèle E. Donc, le gène qui détermine la couleur du corps chez la drosophile, on va voir deux gènes dans ce TP. Le gène ébonique, qu'on va noter E+, et le gène, l'allèle E, pardon, l'allèle E+, et l'allèle E, qui détermine un corps noir. Donc, une drosophile avec l'allèle E+, va être de couleur gris-jaune, et une drosophile avec l'allèle E va être de couleur noire, puisque et on sait que l'allèle E+, il est dominant sur l'allèle E si on fait un croisement.
La longueur des ailes. La longueur des ailes, elle est gouvernée par un gène dont on connaît deux allèles. L'allèle VG+, pour faire allusion à vestigial. Vestigial, ça veut dire petite, une aile qui ne s'est pas développée. Et qui va déterminer la présence des longues. Quand la drosophile a l'allèle VG+, elle va avoir des ailes longues. Et s'il a l'allèle VG, tout court, ça veut dire qu'elle a des ailes vestigiales. L'allèle VG+, elle est dominante sur l'allèle VG. Donc, la première chose qu'on va faire, on va faire des croisements de drosophiles qui vont différer par deux caractères. On a dit la couleur du corps et la longueur des ailes. Donc, ces croisements vont nous permettre de comprendre les causes de la diversité observée dans la descendance. Donc, la première chose qu'on va faire, on va croiser une souche sauvage et une souche qui va porter ces deux mutations. Mutation au niveau de la couleur du corps et une mutation au niveau de la longueur des ailes. C'est-à-dire quand la drosophile elle est mutée, elle porte l'allèle muté E, elle va avoir une couleur ébène. Couleur ébène, c'est une couleur noire. Vous allez voir tout à l'heure sur les photos, une couleur ébène, c'est une couleur noire. Alors que l'allèle sauvage fonctionnel qui est E+, va donner une drosophile avec une couleur grise jaunâtre. Donc, pour la longueur des ailes, les drosophiles qui vont porter des allèles sauvages fonctionnels VG+, vont avoir des ailes longues, normales, et les drosophiles qui vont porter l'allèle muté VG, ils vont avoir des ailes atrophiées ou ce qu'on appelle vestigiales, très atrophiées ou inexistantes. Donc, on a dit, on fait ce premier croisement de drosophiles sauvages et mutés et on va avoir une génération F1. Bien sûr, on va faire un autre croisement dont on a parlé, c'est le croisement test-cross. Ce croisement test-cross est réalisé, bien sûr, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on va faire un croisement test-cross quand on croise une drosophile hétérozygote avec une drosophile doublement récessif. On va donc, c'est ce qu'on va faire, on va croiser une femelle hétérozygote pour les gènes de phénotype sauvage, corps gris-jaune et langue, avec des mâles homozygotes, double récessifs de souche pure, au corps noir et aux ailes vestigiales. Donc, la femelle, elle est hétérozygote pour les deux gènes sauvages et le mâle, il est homozygote double récessif pour les deux caractères noir et aile vestigiale. Supposons que c'est ça le croisement. On va faire le croisement. Mouche grise, c'est ce qui est indiqué sur ce schéma. Mouche grise à aile longue fois croisée avec mouche ébène à aile vestigiale. Ça, c'est les parents. Les parents, à partir des parents, bien sûr, on va obtenir des gamètes qui vont donner des individus de la génération F1. Donc, ces individus, ils sont tous des drosophiles grises, c'est-à-dire sauvages, à aile longue, sauvages, E+, VG+.
Puis, on a pris une mouche de la génération F1 qu'on a croisée avec une mouche doublement récessive. Donc, des mouches EVG, c'est-à-dire ébènes et vestigiales. On obtient bien sûr des gamètes qui vont nous donner la descendance F2. Et à partir de cette descendance F2, on va faire notre étude de la descendance du croisement test. Et bien sûr, une modélisation chromosomique des croisements. Normalement, comment je dois faire pour étudier cette descendance? J'ai fait un premier croisement, puis un croisement test. Est-ce que d'abord, avant de terminer, est-ce que vous avez compris d'abord ces deux croisements pour tout le monde? Oui, madame. D'accord? Donc, comment je vais procéder pour faire mon analyse? Je vais observer les différents phénotypes de la génération de drosophiles issus du croisement test, c'est-à-dire F2. J'observe les différents phénotypes, c'est-à-dire je vais analyser la descendance. En pratique, qu'est-ce qu'on fait? On va bien sûr les endormir, les voir sous la loupe, les séparer, etc. Mais là, je vais vous donner des lames que vous allez vous-même compter les différents phénotypes de cette génération et faire l'analyse. Donc, vous allez observer les différents phénotypes qu'il y a dans cette génération F2. Puis, voir la répartition des phénotypes de la F2 obtenus traduit directement, bien sûr, les gamètes des produits de la F1. Parce que les phénotypes de la F2, ils traduisent ce qui a été obtenu au niveau des gamètes de la F1. Et du coup, ça va nous permettre de déduire si les gènes qui influent la taille des ailes et la couleur du corps sont liés ou non. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on s'est posé les questions. Donc, le test qui 2, on va voir le nombre, on a dit, au niveau de la F2 après test cross, on va voir le nombre de phénotypes parentaux et le nombre de phénotypes hybrides. Et en fonction de la proportion, du pourcentage du nombre de drosophiles, de phénotype parental ou bien de phénotype hybride, on va déterminer est-ce que les gènes sont liés ou non. C'est ce qu'on a fait dans cet exemple. Je répète pour que, si quelqu'un n'a pas bien compris ce qu'on a fait, on a croisé une mouche sauvage avec une mouche doublement récessive. On a obtenu des gamètes, bien sûr, et la génération F1, qui est sauvage, complètement sauvage, qu'on a croisé avec une mouche doublement récessive pour obtenir une descendance F2. Maintenant, on veut faire une analyse de ces croisements. La première chose à faire, c'est déterminer les différents phénotypes de la génération F2. Combien on a de phénotypes parentaux, combien on a de phénotypes hybrides, c'est-à-dire autres. Et bien sûr, en fonction du pourcentage de chaque mutation et des sauvages, on va déterminer est-ce que les gènes sont liés
ou indépendant. Normalement, les résultats attendus que vous devez vous attendre sans même voir, avant de voir les lames, il faut savoir que si on obtient 4 phénotypes différents, ça vous l'avez fait dans le cours, et si on obtient 4 phénotypes différents équiprobables, c'est-à-dire le même pourcentage en F2, cela montre que les gènes contrôlant la couleur du corps et la taille des ailes ne sont pas liés, donc sont indépendants et sont donc situés sur 2 chromosomes différents. Par contre, si on obtient 4 phénotypes différents en F2, mais dont la proportion des phénotypes parentaux est supérieure à 50%, cela montre que les gènes qui contrôlent la couleur du corps et la taille des ailes sont liés et éventuellement qu'ils ont subi un crossover. Donc là, c'est les 2 hypothèses que vous devez poser avant de commencer. Et ça, c'est les résultats que normalement, les 2 résultats que vous devez attendre, soit l'une, soit l'autre. Ah, c'est par exemple un exemple de lame. Ça, c'est les... je ne sais pas si vous arrivez à bien voir? Oui, madame. Oui, madame. Excusez-moi juste une minute. Je vais enlever le diaporama et revenir. Donc, est-ce que vous voyez que c'est écrit parent en dessous de la lame? Non. Non, madame. Non, madame. Normalement, c'est écrit parent ici. Oui, D'ailleurs, madame. je vais vous voyez parent? Non, madame. Oui, madame, c'est écrit en dessous. Ah bon. Ben, de toute façon, je vais vous envoyer tout ça, vous allez le voir. Donc, ça, c'est écrit, ça, c'est la première lame. Ça correspond aux parents qu'on a croisés. Qu'est-ce qu'on voit sur cette lame? On voit les drosophiles sauvages, c'est-à-dire, est-ce que vous voyez mon curseur? Oui, madame. Donc, Non, madame. là Non, où j'ai le curseur, c'est des drosophiles sauvages. Vous avez le corps qui est jaune-gris et vous avez des ailes sauvages, c'est des ailes normales. Alors que à droite, il y a les drosophiles mutantes. Vous avez un corps qui est noir et vous avez vous n'avez pas d'ailes. Soit il y a des ailes vraiment très réduites, soit inexistantes. Donc, ils sont doublement récessifs, c'est-à-dire que le corps est noir et vous avez des ailes vestigiales. Donc, le croisement se fait entre les drosophiles sauvages et les drosophiles mutés. Double mutation, mutés avec les ailes et la couleur du corps. Vous avez en haut et en bas la même chose. À droite, vous avez les drosophiles mutés et à gauche, vous avez les drosophiles sauvages.
Donc, ça, c'est les parents. Maintenant, vous avez ici la génération F1. Quand on croise, on a dit les drosophiles sauvages avec les drosophiles mutantes, dans la génération F1, on a obtenu ces drosophiles qui sont comment? Des ailes longues et de corps jaune. Gris. Sont tous sauvages, de phénotype sauvage. Sont tous de phénotype sauvage. Ça, c'est le croisement test-cross 1, parce qu'on a fait plusieurs croisements test-cross pour avoir des statistiques plus intéressantes, plus de population. Donc, on a fait plusieurs croisements test-cross. Test-cross, ça veut dire on a pris la drosophile sauvage qu'on a de la F1 qu'on a croisé avec une drosophile récessive. Donc, on a obtenu ce premier résultat. Test cross 1. D'ailleurs, c'est en dessous, c'est indiqué test cross 1. Là, la deuxième, c'est test cross 2. Là, c'est test cross 3. Test cross 4, test cross 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Tout ça, c'est des tests cross qu'on a fait. C'est-à-dire plusieurs croisements on a fait d'une drosophile de la F1 avec double récessif. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Une fois, la première chose, c'est d'effectuer l'analyse statistique des différents phénotypes des descendants. L'analyse statistique des différents phénotypes des descendants. Ça, c'est la première chose à faire. Combien vous avez de mutants, combien vous avez de sauvages, mais faites attention. Je vais revenir à par exemple, ici, dans cette photo, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des drosophiles à corps jaune et à ailes longues, par exemple, celle-là où j'ai mon curseur, et il y a, par exemple, celle-là qui est corps noir et il n'y a pas d'ailes. Donc, c'est une doublement mutée. Par contre, il y a, par exemple, celle-là qui est corps noir, mais les ailes longues. Donc, c'est recombinant. Pardon? C'est Pardon? recombinant. Je n'ai pas bien entendu, mais je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Donc, il y a sauvage, il y a doublement muté, corps et les ailes. Il y a où il y a le corps, il est noir, mais les ailes normales. Il y a, par exemple, celle-là qui est le corps, il n'est pas muté, il est jaune-gris, mais les ailes vestigiales. Donc, vous avez 4 phénotypes. Pour chaque lame, il y a 4 phénotypes. Donc, je reviens. Donc, il faut effectuer l'analyse. La première chose qu'il faut que vous fassiez, c'est effectuer l'analyse statistique des différents phénotypes des descendants. Pour cela, je vous ai donné, je vais vous le montrer, c'est ce tableau où il faut
faire le comptage des différents phénotypes que vous avez sur les différentes lames, et bien sûr, les noter, mettre le total ici et les proportions en pourcentage. Ça, c'est la première étape. C'est l'analyse statistique des différents phénotypes des descendants. La deuxième étape, c'est en déduire les différents types de gamètes produits par les individus F1 et leurs proportions. Autre chose, c'est schématiser la méiose produisant ces gamètes à l'aide de gènes concernés placés sur les chromosomes. Là, je vais vous donner un schéma où il y a les deux croisements et vous devez juste remplir les cercles ici et pour mettre les gamètes. Faites attention, voilà par exemple là où il y a mon curseur en bas, on voit les 4 phénotypes des drosophiles. Drosophile jaune, aile longue. On a une drosophile doublement mutée, corps noir et aile vestigiale. On a une drosophile, corps noir, aile longue. Et puis, on a une drosophile, corps jaune avec aile vestigiale. Donc, devant chaque drosophile, vous devez mettre les gamètes correspondants. Et bien sûr, du premier croisement jusqu'à la dernière case. Donc, on va effectuer l'analyse statistique, en déduire les différents types de gamètes, schématiser la méiose et à la fin, nous dire, conclure, est-ce qu'il s'agit d'un brassage interchromosomique ou intrachromosomique, c'est-à-dire est-ce que les gènes sont liés ou sont indépendants. Vous avez fait dans le cours un brassage interchromosomique, c'est-à-dire lié ou indépendant? Indépendant. Lié. Indépendant. Interchromosomique, ça veut dire indépendant et les gènes intrachromosomiques sont liés. Donc, vous devez conclure, est-ce qu'il s'agit d'un brassage interchromosomique ou intrachromosomique? Donc, je répète ça, c'est le tableau avec, le schéma. Là, dans cette dernière page, je vous ai mis un lien pour vous montrer comment endormir les drosophiles. Et donc, je vous conseille d'aller le voir pour mieux comprendre comment ça se passe le TP en pratique. Et je ne sais pas, est-ce que M. Chakir vous a parlé de comment... vous a envoyé déjà une petite vidéo qu'il a fait sur les souches sauvages, comment récupérer les souches sauvages? Est-ce que vous a envoyé une vidéo? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Et est-ce qu'il vous a parlé du compte rendu? Non, madame. Non, madame. Non, madame. Donc, voilà. Donc, moi, je vais vous envoyer... Donc, je vais vous envoyer... Chut, s'il vous plaît, éteignez vos micros. Donc, je vais vous envoyer ce document. Il vous envoie où, M. Chakir? Sur mail ou bien sur la plateforme? Sur WhatsApp, madame. Sur WhatsApp. Les cours? Sur Teams. Non, sur Teams. Ça serait bien sur Teams. Ça serait bien sur Teams. Sur Teams.
D'accord. madame. Je vais vous envoyer, déposer ça sur Teams, le document, et vous devez rendre des comptes rendus. Les comptes rendus, je crois, de préférence, vous le m'envoyez sur mon mail que j'ai indiqué à la fin. C'est dikinadia@gmail.com. Vous êtes combien dans les... C'est les deux sections qui sont là? Oui, madame. J'ai pris la bio A. Vous êtes à peu près combien? Pour BioP Les bio 63. A, les bio A, on est 118. Le bio A 118 et les bio P? 63. D'accord. Donc, vous allez mettre des comptes rendus Madame, par... avec deux étudiants réinscrits. Attendez, bioanalyse, combien vous m'avez dit? 118 118? personnes. 18, madame. Et les autres, 65. 65, d'accord. Donc, on va faire des comptes rendus par 4, par groupe de 4. D'accord? Vous faites des comptes rendus par groupe de 4 et vous les m'envoyez sur mon mail. D'accord? Je vais essayer de vous mettre ça aujourd'hui. Donc, on va faire, vous pouvez les rendre dans 3-4 jours. On va fixer, vous n'avez pas d'examen maintenant. Oui, oui, on Oui, a madame. Madame, On a des le examens. BioP, on a l'examen le samedi. Madame, on a un Et examen. pour le présentiel, il y a des gens qui vont se déplacer. Donc, on est jeudi 17 décembre. On va mettre, je vais vous donner, normalement, c'est quelque chose à faire en 2 minutes. Hein. Ça prend pas beaucoup de temps. Donc, on va faire ça pour lundi. D'accord? Lundi, comme ça. Lundi. Donc, le lundi prochain, donc on est Madame. jeudi. Ah oui? Est-ce que vous pouvez le faire le mardi, s'il vous plaît? Vous avez quelque chose le lundi? Oui, le Oui, déplacement, madame. madame. On va se déplacer, madame. D'accord, Madame, on on va... a un problème de déplacement. Ah bah oui, malheureusement. Donc, on va le faire mardi. Mardi, on va fixer une heure parce qu'après, je n'accepte plus de mail, d'accord, de compte rendu. Donc, mardi, on va faire mardi à 18 heures. Au-delà de cette heure, je ne vais plus accepter de compte rendu. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce que comme ça, on n'aura pas de problème. Donc, le mardi, après 18 heures, je ne vais plus accepter de compte rendu. Donc, Madame, oui. Madame, Hein? s'il vous plaît, est-ce qu'on peut le faire à minuit parce qu'on a probablement un cours le mardi. On ne sait pas quand, est-ce que c'est le matin ou l'après-midi. Est-ce qu'on peut faire à minuit, mardi à minuit? D'accord. Si c'est possible. Mardi, donc ça va être le mardi, on est le 17, ça va être le 22. Le mardi 22 à minuit. Parfait. D'accord, merci madame. Donc, je vais essayer de mettre... Est-ce que vous avez bien... Madame, Oui, oui. est-ce qu'on peut travailler par S'il vous trimestre? plaît, est-ce qu'on peut avoir des groupes de 5 personnes? On va Oui, travailler madame. par... Je veux un seul qui parle parce que du coup, je n'ai que l'écho. Madame, Madame, est-ce qu'on peut faire un groupe de 5 personnes? Oh, j'ai dit 4 personnes. Et pour un trinôme, madame? Il faut travailler par 4 personnes. De préférence, 4 personnes. Pourquoi 3? Par 4. Je veux des comptes rendus par 4. Voilà. Donc, voilà. Madame, s'il vous plaît. Oui, Madame, oui. pour la méthode de rapport, qu'est-ce qu'on va faire dans le rapport exactement? Vous allez mettre le minimum possible. Hein.
le minimum possible. Vous répondez aux questions, tout simplement. Ça va prendre même pas une page. Vous répondez aux questions. Je veux pas d'introduction ni rien. Juste répondez aux questions que je vous ai posées. C'est tout. Madame, Oui. est-ce qu'on peut